la suite du bouquin. Le processus de gestation pour autrui a été critiqué pour profiter des femmes vulnérables avec peu de ressources financières. Prabha Pandak, un avocat qui a demandé à la Cour suprême d'interdire la maternité de substitution, à faire valoir que cela s'apparentait à la traite des êtres humains. Le risque d'exploitation est très élevé, a déclaré Deepak Dahal, un journaliste népalais qui a couvert le débat sur la maternité de substitution pour le Nagarik News. Internet regorge d'annonces pour des agences de maternité de substitution, certaines plus respectées que d'autres. Au Népal, les agents ont généralement agi comme les intermédiaires entre les futurs parents et les cliniques sur le terrain. Le problème avec ces agences, certaines d'entre elles sont bien sûr très bonnes et prudentes, mais n'importe qui peut le faire, a déclaré Lisa C. Ikemoto, professeure de droit à l'Université de Californie à Davis. Spécialisée dans les technologies de reproduction, en gros ce qu'ils font c'est de créer un site web. Les mères porteuses au Népal venaient souvent des zones rurales pauvres de l'Inde, et elles avaient peu de protection si l'agence refusait de les payer ou si elles tombaient malades ou blessées. Les critiques de la maternité de substitution craignaient également que les agences et les futurs parents n'aient aucune obligation de s'occuper des bébés malades ou handicapés. Mais les partisans disent que les mères porteuses peuvent gagner des sommes d'argent qui changent la vie. C'est vrai qu'ils font ça pour l'argent, a déclaré le docteur Sahil Gupta, qui a supervisé la maternité de substitution à la clinique Grande. Le docteur Gupta, qui est maintenant basé en Inde et travaille à distance avec Monsieur, M. Rafferty, a déclaré qu'il s'arrangeait généralement pour que les mères porteuses gagnent environ 9 000 $ chacune plus chambre et pension. Le fait est que le genre d'argent qu'ils tirent de la maternité de substitution représente probablement 10 ans de leur économie autrement, a déclaré le docteur Gupta, ajoutant qu'il espérait que le gouvernement renverserait sa position. Une petite poignée de femmes enceintes ont été autorisées à mener leurs enfants à terme après l'entrée en vigueur de l'interdiction. Après l'interdiction, le docteur Gupta estimait environ 40 à 60% de ces liens étaient des couples de même sexe. Certains sont allés au Mexique, a-t-il dit, où il y avait eu une brève fenêtre avant d'interdire également la maternité de substitution pour les étrangers. Pour les couples de même sexe, c'est devenu de plus en plus difficile, a déclaré Andrew Vorzimer, un avocat spécialisé en droit de la reproduction. Les experts craignent également que les nouvelles industries de maternité de substitution non réglementées connaissent les mêmes répressions rapides que leurs prédécesseurs. Je suis très favorable à des options moins chères pour les gens, mais à ce jour, il n'y a pas eu un seul endroit où je me suis senti à l'aise d'envoyer des gens, a déclaré John Weltman, président et fondateur de Circle Surrogacy, basé à Boston, Mass. Je mettrai en garde de façon dramatique contre des endroits nouveaux et en devenir comme le Cambodge et le Panama, car le cadre juridique n'est pas sûr. Le Népal interdit la gestation pour autrui, laissant les couples avec peu d'options à bas prix. En Israël, depuis 1996, la GPA est légalisée, mais sous conditions restrictives. La GPA est réservée aux juifs israéliens mariés religieusement. Elle suppose l'accord d'un comité ad hoc. Les gamètes doivent provenir du couple demandeur d'enfants. L'enfant devra être élevé dans la religion juive et les homosexuels en sont exclus. Les personnes favorables à la pratique de la GPA et souhaitant que celle-ci soit reconnue comme licite par le droit affirment que le temps des arrangements dans lesquels la femme qui porte l'enfant promis était également ceux dont l'ovocyte utilisé pour engendrer l'enfant était aussi celui de la mère, selon de la mère portant l'enfant, est presque révolu. Il est désormais courant d'implanter dans le corps de la femme un ovocyte d'une femme tierce, ovocyte déjà fécondé. Ainsi, au sens dit biologique, elle ne serait plus mère porteuse, mais simplement porteuse. Ainsi, elle ne remettrait pas l'enfant à la naissance, elle le rendrait aux véritables parents de celui-ci. La donneuse d'ovocytes et le donneur de sperme, les parents biologiques. Elle serait un tiers par rapport à un lien de maternité dans lequel elle n'a jamais eu part. La porteuse portant l'enfant, comme l'on portait l'eau ou le pain, aurait donc un corps demeurant toujours intact. L'enfant n'ayant fait qu'habiter en son sein, la femme étant une sorte de nourrice prénatale, à laquelle il convient que l'enfant demeure attaché par la suite dans une GPA qui deviendrait éthique par ce souci. Cette présentation d'une sorte de garderie prénatale où la femme serait tierce et n'est donc jamais la mère, le droit n'ayant ainsi pas à prétendre
à définir comme tel le droit présenté comme retardant par ignorance ou par esprit naturaliste ou réactionnaire par rapport au progrès technique d'implantation des ovocytes, alors qu'il devait pragmatiquement reconnaître le fait que les promoteurs de la GPA appellent de porter l'enfant d'une autre. Les biologistes soulignent qu'indépendamment des gamètes, la femme et l'enfant développent notamment par épigénétique des liens, la femme transmettant à l'enfant des cellules et des informations, tandis que l'enfant le lui transmet de la même façon des cellules et des informations. Ainsi, comme l'avait souligné l'arrêt d'assemblée plénière du 31 mai 1991, qui considéra l'accord de mère porteuse comme atteint de nullité absolue, le corps de la femme est définitivement affecté par la grossesse. Le corps est mis en danger, ce qui fait dire à un auteur que l'on passe d'un corps marché à un corps zone de guerre. Mais les observateurs libéraux estiment que cela vaut pour bien des activités humaines licites, le droit n'y mettant pas obstacle dès l'instant que celui dont le corps est affecté y consent. Le parallèle est alors fait entre la femme qui loue son ventre et l'ouvrier qui loue ses bras, la permission juridique pour le second devant valoir pour la première. Comme l'affirma à plusieurs reprises d'une façon marquante Pierre Berger, les deux devant être rattachés au même principe de liberté. L'accord de GPA a pour cause la remise de l'enfant à ceux qui ont désiré sa venue. Quelle que soit la forme que prend l'accord, la cause finale en est toujours cette remise. Or, la cession d'une personne est impossible en droit, même si le détachement d'un produit ou d'un organe d'un corps humain a rendu plus difficile la question de l'indisponibilité du corps par rapport au principe de l'indisponibilité de la personne. Il demeure qu'en droit, la personne demeure indissociable de son corps et que la personne ne pouvant être cédée, même à titre gracieux, un enfant ne peut être engendré à seule fin d'être cédé. Cela a été posé par les juges, non seulement l'arrêt précité de la Cour de cassation du 31 mars 1991, mais encore l'arrêt du tribunal fédéral suisse du 14 septembre 2015, affirmant que l'enfant ne peut juridiquement être traité comme une matière première, c'est-à-dire sa personne réduite à son corps. Le premier droit fondamental de l'enfant, c'est de n'être pas réduit à cela. Pour que l'Organisation internationale des cessions ne bute pas sur cette règle constitutionnelle, il a été alors affirmé que la technique juridique de la GPA devait se concevoir sur le modèle du don d'organes. La question est alors déplacée, l'essentiel devenant de veiller à la gratuité du geste. Cette gratuité gage de l'altruisme de la cession, suffisant à garantir la licéité, voire l'opportunité du mécanisme même, apporter la vie et le bonheur au couple recevoir. Je pense que là, il y a une faute. Apporter la vie et le bonheur au couple de recevoir, mais prétendre appliquer à l'enfant le régime juridique propre aux organes revient à dégrader l'enfant à n'être qu'un organe. Cette analogie technique et conceptuelle a été dénoncée par l'arrêt précité du tribunal fédéral suisse du 14 septembre 2015. La GPA peut créer de grandes misères pour les mères porteuses et pour les enfants qui apprendront qu'ils ont été conçus et achetés comme un produit, surtout pour ceux où leurs donneurs ont été sélectionnés selon des critères pour tendre vers la perfection. Nombreux sont les documentaires où nous voyons que les mères porteuses ont leur stratégie de survie. On les convainc et elles se convainquent qu'elles ne sont pas vraiment enceintes. Ce n'est pas ma grossesse, c'est celle des futurs parents. Nier la réalité pour mieux accepter l'abandon de cet être humain porté pendant 9 mois. Une Ukrainienne dit elle-même: je suis un simple incubateur. Les émotions des mères porteuses confirment qu'il n'est pas facile de se détacher mentalement de son corps charnel pour s'en servir en quelque sorte comme d'un instrument de production. Nous sommes passés de la ferme des animaux à la ferme de la procréatique. De nombreux procès ont eu lieu à travers le monde concernant les mères porteuses. Les procès se font toujours plus nombreux. Un des plus médiatiques fut en 1988 le procès Baby M que la mère porteuse voulait garder. En 1986, Whitehead, en décrochage scolaire et mariée à 16 ans, est mère de 2 enfants. Elle donne naissance à une petite fille conçue par insémination artificielle avec le sperme de William Stern, dont la femme souffrait de sclérose en plaques. Une grossesse aurait pu s'avérer risquée, voire fatale pour elle. Pour porter le bébé du couple, Whitehead signe un contrat de mère porteuse et reçoit 9 400 €. Sauf qu'à la naissance du bébé, sa fille biologique, elle développe un sentiment très fort pour le nourrisson. En premier lieu, elle le donne comme prévu aux Stern, puis sonne à leur porte. Elle a des envies de suicide et supplie le couple de lui laisser le bébé quelques jours. Les Stern cèdent, mais
mais Whitehead s'envole pour la Floride avec le bébé. Elle le cachera quasiment 3 mois avant de se faire arrêter par la police, qui rendra BBM à ses parents d'intention. Le procès dura 2 ans et la garde de l'enfant fut finalement attribuée au père, donneur de sperme avec un droit de visite à la mère porteuse, donneuse de l'ovocyte. D'autres procès ont été intentés parce que la mère porteuse ne voulait pas arrêter de fumer et ou ne souhaitait pas avorter d'un enfant atteint d'un handicap. Source Spar Deborah 2005 For Love and Money The Political Economy of Commercial Surrogacy Review of International Political Economy 12 page 287 à 309 dx.doi.org. Il y a bien d'autres affaires connues, comme celle de la petite Donna, née en 2005 en Belgique d'une mère porteuse belge qui avait promis son bébé à un couple flamand contre un dédommagement de 10 000 euros. Entre-temps, elle avait trouvé des candidats plus offrants pour 15 000 euros. Un couple néerlandais qui avait entamé une procédure d'adoption. Fin mai 2005, le parquet belge s'était saisi de l'affaire en s'appuyant sur la loi réprimant le trafic des êtres humains. Le 25 juin 2005, la justice belge avait décidé que Donna devait revenir en Belgique et qu'elle serait sous la responsabilité des services de l'enfance de la région flamande. En octobre 2007, le tribunal d'Utrecht, Pays-Bas, a jugé que Donna resterait dans la famille néerlandaise. Le tribunal a rendu sa décision finale sur l'adoption de Donna en mai 2008 en faveur du couple néerlandais. Les juges n'ont pas accordé le droit de visite au père biologique, mais ils ont permis que les services de protection de l'enfance puissent organiser une éventuelle rencontre. Le professeur Bernard Debré, revenant sur le cas de la petite Donna, voit dans cette affaire une régression éthique. Bientôt, il y aura des ventes d'enfants, comme il y a eu des ventes de chevaux à Deauville. Quelle honte! Francesoir.fr, 29 mai 2008. En 2015, Melissa Cook, une Californienne de 47 ans, décidait de devenir mère porteuse. Mère de 4 enfants, dont des triplés, elle avait déjà endossé ce rôle pour un couple en 2013. Selon son avocat, Harold Cassidy, sa décision relevait en grande partie de motivations économiques. Comme d'autres femmes dans sa situation, elle était heureuse à l'idée de venir en aide à autrui, mais elle avait aussi besoin d'argent. Pour cette deuxième GPA, Cook s'inscrit dans une agence privée, Surrogacy International. Au départ, Robert Walmsley, avocat spécialisé en fertilité et copropriétaire de l'entreprise, refuse le dossier de Cook du fait de son âge, mais ses doutes se dissipent lorsqu'elle lui présente un certificat médical assurant de son excellente santé. Surrogacy International allait donc la mettre en relation avec un père en demande d'enfant, qui apparaît dans le dossier sous ses initiales C.M. Dans le dossier de plainte que Cook a déposé en février 2016 auprès du tribunal du comté de Los Angeles. C.M. est un homme de 50 ans, célibataire et vivant chez ses parents en Géorgie. Cook ne le rencontrera jamais personnellement et parce qu'il est sourd, ne l'aura pas non plus eu au téléphone. Selon Cassidy, leurs communications se feront exclusivement par email. En mai 2015, Cook signe un contrat lui promettant 25 500 euros pour sa grossesse, avec un bonus de 5 600 euros si elle s'avère être enceinte de jumeaux. En août de cette même année, Jeffrey Steinberg, médecin réputé, implante dans l'utérus de Cook 3 embryons masculins conçus in vitro à partir du sperme de C.M. et des ovules d'une donneuse. Selon le dossier, la sélection sexuelle avait été requise par C.M. lorsque la donneuse d'ovocytes a moins de 35 ans, comme ce fut le cas ici. La Société américaine de médecine reproductive ASRM recommande fortement de n'implanter qu'un seul embryon afin d'éviter les grossesses multiples, mais certaines cliniques n'en font qu'à leur tête et en implantent plusieurs afin d'augmenter les chances de viabilité. Avec Cook, tous les embryons seront viables. Pour la deuxième fois de sa vie, elle attend des triplés. À partir de là, la relation virtuelle qu'elle avait nouée avec leur père tourne vite au cauchemar. Fin février, Cook accouchera seul et ses enfants lui seront immédiatement retirés, car C.M. ne voulait absolument pas la croiser. En effet, depuis plusieurs mois, Cook et CM se livraient à une âpre bataille judiciaire.
Une guerre concernant non seulement l'avenir des enfants, mais aussi l'institution de la GPA dans son ensemble, parce que CM avait voulu obliger Cook à avorter d'un fœtus en son temps. La presse conservatrice américaine s'était saisie de l'affaire, sauf que l'histoire dépasse de loin l'opposition des pro-choix et des pro-vie. Elle illustre les questions parmi les plus épineuses auxquelles le secteur privé de la reproduction médicalement assistée peut être confronté, la création de grossesses à risque, le suivi insuffisant des parents d'intention, la vulnérabilité économique des mères porteuses et l'absence quasi totale de réglementation dans bon nombre d'États américains. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.